Bien, bonjour à tous. Je vais essayer en une petite vingtaine de minutes de vous dresser un panorama très général de la problématique que nous souhaitons évoquer aujourd'hui. Le sujet est très très vaste et donc touche à une grande quantité d'aspects et on a donc toute la journée pour s'y consacrer. S'il est un principe qui est universellement accepté dans ce monde, le même principe est le plus universellement bafoué et de ceci de façon permanente. Et ce principe, c'est le principe des droits de l'homme. Tout le monde s'y réfère évidemment, mais personne ne le respecte. Il suffit d'ouvrir sa télévision tous les jours et donc on verra ce que ça donne. D'un point de vue plus, plus sanitaire, il faut quand même rappeler que si les droits de l'homme sont violés ou insuffisamment pris en compte, ceci a des conséquences extrêmement graves pour la santé. Et de signaler que les discriminations manifestes ou implicites, finalement, dans la prestation des services de santé est une violation des droits fondamentaux. Bon. Alors, un tout petit rappel pour resituer nos discussions. Les premières tentatives sont très très anciennes dans cette humanité pour essayer de mettre quelques règles de façon à vivre un petit peu plus en harmonie les uns et les autres. Un des premiers piliers, comme vous le savez tous, c'était le Code d'Hammurabi. Ça remonte quand même à 3800 ans. Et ce code avait essayé de réguler un certain nombre de rapports entre les membres d'une même société. Et c'est à cette occasion, au fond, qu'avait été définie la loi du talion que vous connaissez tous, qu'on pourrait peut-être, après tout, considérer comme une première base d'un principe d'égalité entre les hommes, ou du moins un principe de réciprocité. Cela, bien sûr, n'est pas très satisfaisant. Et puis, il a fallu attendre pendant quasiment 3000 ans pour se retrouver aux alentours de la Révolution française et puis finalement de la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776, puisque la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 89 reprend un certain nombre de ces principes. Cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au fond, essayer ou tenter de réguler les relations possibles entre une société et l'État, de telle sorte qu'on puisse un petit peu protéger les hommes d'État trop entreprenants, évidemment. Alors, c'était une très belle déclaration, c'est magnifique. Cela dit, on a quand même au passage oublié les femmes, les enfants, et puis les esclaves, évidemment, qui ne sont pas des hommes. Hein. Voilà. À cette époque, c'est quand même intéressant, je vous rappellerai, vous connaissez tous évidemment qu'Olympe de Gouges avait publié la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, où disait « La femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit ». Bon, voilà un document qui est passé totalement inaperçu, évidemment. C'était sûrement pas le moment, peut-être ce moment viendra un jour. Voilà. Et puis, on passe ensuite à 1948, et c'est les Nations Unies qui préparent la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc 1948, et qui intègre le principe de l'universalité et complète par un arsenal de droits qui sont utiles à la protection face aux États principalement, mais introduit également des droits économiques, des droits humanitaires, des droits sociaux, et des droits de solidarité en termes de développement, d'environnement et de paix. Ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que vous voyez, là on est en 1760 avant Jésus-Christ, et puis 1948, il aura quand même fallu attendre un certain temps. Il est vrai qu'aujourd'hui, on se demande ce que tout ça est devenu, mais enfin c'est là. Et je vous parle un petit peu de ces contextes, j'y suis toujours attaché parce que j'ai passé un tout petit peu de temps aux Nations Unies et on nous faisait, j'ai un vieux collègue dans la salle, souvent le reproche de dire, écoutez, vous adorez faire des déclarations, des machins, des trucs. D'abord, ce n'est pas nous qui adorons, c'est les États.
Probablement, ça les rassure, mais en tout cas, c'est des jalons qui sont fondamentaux. Moi, je crois que c'est fondamentalement important, même si on ne les respecte pas. En tout cas, ils sont là. Suivons, s'il vous plaît. 2 mots sur les droits de l'enfant. Bon, les enfants, ça a pris quand même beaucoup plus de temps, mais enfin, il y a eu une première tentative qui a été écrite à Genève, la Déclaration de Genève en 1929, qui bien sûr est tombée dans les oubliettes, mais des progrès ont été faits et la Déclaration des droits de l'enfant a été érigée assez récemment. Donc ça, ce sera réexpliqué après quand on parlera plus largement. Donc les premières tentatives de dégager des droits universels de l'enfant sont des choses quand même extraordinairement récentes une fois de plus. Bon. Alors des droits de l'homme, etc., on se dirige un petit peu vers les droits à la santé. Le droit à la santé, c'est assez complexe parce qu'il y avait des droits à la santé, d'autres groupes ont travaillé sur le droit de la santé. Alors, le droit de la santé, c'est autre chose puisque c'est la régulation des pratiques médicales, etc., etc. Le droit à la santé, c'est autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès 1946, l'OMS avait commencé à travailler avec les pays pour définir un certain nombre de principes et avait défini un certain nombre de critères pour que la santé, en fait, suive un certain nombre de principes qui soient liés aux droits de l'homme. Ces principes, rapidement, c'est la non-discrimination, vous en doutez, la disponibilité qui oblige théoriquement les États à mettre à disposition des services de soins, etc., en tout cas tout l'arsenal de santé. L'accessibilité, tout ça, c'est des notions qu'on connaît bien, mais qu'il faut toujours un petit peu rappeler. L'accessibilité, ça veut dire la non-discrimination, c'est l'accessibilité physique aux structures, c'est l'accessibilité économique, l'accessibilité à l'information, etc., etc. Ensuite, c'est l'acceptabilité, c'est-à-dire qu'il faut éviter de discriminer les gens, que ce soit des femmes ou des malades mentaux ou autre chose. Toutes les catégories qui ne sont pas, en tout cas, celles qui sont toujours définies, sont punies à la sortie. C'est une exigence de qualité, ça c'est très important, évidemment. La responsabilisation, qui est un principe important, c'est de dire que c'est aux États de rendre compte de ce qu'ils font pour la santé en général, donc c'est quelque chose d'important. Et puis l'universalité, en rappelant que les droits de l'homme sont universels et inaliénables, évidemment, et qu'ils doivent être respectés pour toute personne partout dans le monde. Suivant. J'ai remis ça rapidement parce que ça fait partie des arsenaux qui sont quand même utiles. Ici, en 2000, donc, l'ensemble des États dans le monde ont défini les objectifs du millénaire pour le développement avec un certain nombre d'aspects qui sont reliés à la santé. Et c'était quelque chose d'important. Vous voyez ici, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé mentale, combattre le paludisme, le VIH, etc. Donc, c'était important. Ça s'est terminé en 2015. Évidemment, ce n'était pas parfait. Hein. On n'avait pas tout réussi, mais si on avait tout réussi, il n'y aurait plus rien à faire. Donc, ça n'irait pas et le monde serait malheureux. Donc, on a défini les objectifs de développement durable. C'est durable, c'est mieux, c'est dans l'air du temps. Tout est durable maintenant. Donc, c'est bien. En tout cas, c'est important parce que dans un certain nombre de cas, le nombre d'objectifs a été élargi. Et par exemple, les maladies tropicales ont été introduites dans la liste des priorités des objectifs. Donc ça, c'était quand même une grande victoire. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on partage. Je crois qu'il est important que la communauté internationale édicte des principes. Ça les rappelle, en tout cas, et puis on peut s'y référer de temps en temps quand il y a des problèmes. Donc, c'est une tâche qui est à faire et qui est importante. Alors, ici, on a brossé un petit peu quelque chose de général sur ces droits. On va maintenant un petit peu parler de l'impact
Alors, c'est un cercle vicieux, on va y revenir, parce que est-ce que c'est l'impact de la pauvreté sur l'occurrence des maladies? Quand la maladie vient, évidemment, ça atteint les droits. Quand on viole les droits, on l'a dit, évidemment, ça favorise l'apparition des maladies, etc., etc. Bon, ça, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur. Pour se donner une petite grille d'analyse suivant, rappelons que l'OMS avait convoqué une commission des déterminants sociaux de la santé. C'est quelque chose qui était important aussi à l'époque. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on suive à peu près ce modèle de convergence de Smolinski que tout le monde connaît, mais qui permet de, comment dire, de séparer un petit peu les différents déterminants et leur impact. Suivant. Cette petite partie, on pourrait mettre quelques phrases dans ce style. C'est un cercle vicieux, évidemment. La pauvreté génère les conditions dans lesquelles les maladies se développent. Les maladies réduisent les capacités de développement individuel et renforcent la pauvreté. La pauvreté, évidemment, génère de graves inégalités et les inégalités génèrent, etc., etc. C'est un cercle vicieux qu'il faut couper à un moment. Ça nous parle à nous, puisque c'est comme le cycle des parasites. On a appris au premier cours qu'il fallait essayer de couper le cycle. Et bien là, ce serait bien. C'est un peu plus compliqué. On n'a pas les bons ciseaux, mais quelque chose qu'il faut de toute façon rappeler. Suivant. Alors, on a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Je vous fais là une espèce de panorama à l'après-vert et mes petits camarades toute la journée donc rentreront dans les détails et expliqueront tout ça très bien. Des facteurs génétiques et biologiques. Et là, on va revenir sur les problèmes de la femme et de l'enfant. Les femmes sont plus vulnérables, on le sait. Les risques sont majorés pendant la grossesse et l'accouchement. La mortalité maternelle périnatale, par exemple, j'ai mis 2-3 exemples. 99% des décès sont dans les pays en voie de développement. Ça représente environ 500 000 femmes par an. Ça n'est pas rien. Le risque de décès pendant la grossesse est de 1 sur 31 en Afrique contre 1 sur 4300 chez nous. Ça s'appelle des inégalités. Pour les femmes, l'augmentation du risque de MST est importante, plus souvent asymptomatique que chez les hommes, par conséquent traitée beaucoup plus tard. Les femmes sont plus vulnérables évidemment aux contraintes sexuelles, aux infections qui en résultent, etc. Claire Tanté va nous parler de ça après moi, beaucoup plus complètement. Quant aux enfants, ils sont évidemment aussi plus vulnérables et leur exposition est forte pendant le jeu, le travail, les conditions de logement, etc. Ont souvent, on le dit, une immunité plus faible. En tout cas, ils sont plus vulnérables une fois de plus. J'enfonce des portes ouvertes, mais je crois qu'il est important de le citer. Suivant. Les facteurs physiques et environnementaux qui font qu'encore une fois, ces femmes et ces enfants paient un tribut encore plus lourd. L'urbanisation qui joue un rôle important, les déplacements de force dans les zones rurales, le logement insalubre, pas d'assainissement, les ressources en eau qui sont faibles, la surpopulation, que sais-je. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Toutes ces choses interviennent dans un contexte de pauvreté sur l'apparition de ces maladies et sur leur traitement. Et bon. Les facteurs écologiques. Les facteurs écologiques, ça joue de plus en plus. Si on parle par exemple des désastres, les femmes et les enfants, on observe 14 fois plus de risque de décès dans une catastrophe naturelle, car il n'y a pas de protection classique avec des choses toutes bêtes chez les enfants ou les femmes. C'est de ne pas savoir nager, c'est de ne pas être capable de grimper un arbre, c'est de ne pas être capable de tout ça. Ensuite, c'est le manque d'eau pour la cuisine, pour l'hygiène, etc. Ça, c'est quelque chose de très important. En plus, ces désastres entraînent des mouvements de population et on sait que les populations déplacées sont beaucoup plus vulnérables aux choses. J'ai cru entendre l'autre fois, corrigez-moi, qu'on en est à plus de 60 millions de personnes qui sont actuellement déplacées ou autres pour des raisons écologiques, ce qui n'est pas rien. L'accès à l'eau potable, c'est quelque chose qui devient de plus en plus
important dans ce monde. Le problème de l'eau potable, c'est le problème des femmes en général, surtout dans tous ces pays, pour l'approvisionnement en eau. L'implication des enfants est forte aussi, puisqu'ils y participent énormément. Et il y a donc une surexposition aux eaux contaminées et aux vecteurs. Enfin, le changement climatique, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est quelque chose qui ne va pas améliorer le propos de notre journée. Suivant. Les facteurs sociaux, politiques, économiques. Encore une fois, on tombe sur les grands classiques, la pauvreté, l'analphabétisme, 64% des illettrés dans le monde sont des femmes, c'est-à-dire environ 500 millions de femmes. C'est pas rien. Le défaut de scolarité, l'absence de propriété foncière, c'est important. Ça veut dire que moins de 5% des femmes dans le monde sont propriétaires de leur bout de terrain ou autre. L'absence de voix politique, bon, ça, à nouveau, c'est comme ça. Chez nous, on considère ça comme réglé, mais enfin, ça fait à peine 50 ans, donc bon, je n'ai pas de quoi être très fier. L'inégalité homme-femme, je vais en dire 2 mots, mais Claire va pouvoir nous en parler plus longuement. Voilà, exclusion, stigmatisation, on aura 1 ou 2 présentations là-dessus. Enfin, rappeler que l'éducation est nécessaire à la prévention. C'est ainsi. Suivant. Les inégalités hommes-femmes. On tombe dans quelque chose qui est une des raisons principales dont on parle. Le rôle des femmes favorise les facteurs de risque. On parlait tout à l'heure de la collecte de l'eau. Limite toutes les opportunités, évidemment, pour elles d'avoir un avenir meilleur. Ça limite la prévention des maladies transmissibles. Et au fond, cette inégalité, pauvreté, limitation des opportunités, ça fait que ça crée les conditions pour que les maladies puissent se répandre et renforce ainsi la pauvreté, etc., etc. 3 petits thèmes, je vais passer très rapidement. La violence contre les femmes, le mariage forcé et les pratiques sociales et traditionnelles. Suivant. La violence contre les femmes, c'est quand même des chiffres qui sont importants. 6 femmes sur 10 ont subi des violences physiques ou sexuelles dans leur vie, rapport 2010. Ça inclut aussi bien l'enfermement domestique, la dépendance alimentaire, la privation d'argent, les harcèlements, les meurtres, les viols, etc., etc. C'est une longue litanie. Les mariages forcés, dans beaucoup de pays, c'est le cas. Plus de la moitié des filles, dans beaucoup d'endroits, sont mariées avant 18 ans, et beaucoup, souvent, entre 8, 10, 12 ans, ce qui est tout à fait calamiteux. Et puis, il y a aussi cette pression sociale qui fait qu'on leur demande d'avoir très, très rapidement des enfants, alors qu'elles ne sont, en tout cas physiologiquement au moins, pas prêtes du tout. Et puis, il ne faut pas oublier de noter ces violences fondées sur le principe de l'honneur, avec les crimes d'honneur, les meurtres, les immolations qui sont liés à la dot, les infanticides féminins, les meurtres, les empoisonnements. J'ai l'impression de faire une horrible litanie, mais je n'en ai mis que quelques-uns. Voilà. Suivant. Les enfants. Juste 2-3 mots, puisqu'on aura une présentation spécifique là-dessus. Sur 2,2 milliards d'enfants dans le monde, 1,9 milliard vivent dans les pays en voie de développement et plus de 1 milliard des enfants sont pauvres. 7,5% des 5-17 ans sont employés pour des travaux dangereux en Afrique et un enfant sur 4 travaille. Un enfant qui travaille ne va pas à l'école. Et si on ne va pas à l'école et on recommence le cycle, c'est catastrophique. Suivant. Très rapidement, quelques exemples de l'impact de tous ces facteurs sur les enfants et des maladies tropicales en particulier, avec les décès, les anémies, beaucoup de pathologies provoquent ça. Chez les petits, c'est grave. Les petits poids de naissance, les handicaps congénitaux, les retards de croissance. Les déficiences cognitives, c'est important pour beaucoup de nos maladies, puisque les enfants auront des troubles
cognitifs, des troubles psychiatriques, etc. Et on a vu tout à l'heure à nouveau que, par exemple, pour la santé mentale ou autres, les discriminations sont augmentées de façon très, très importante. Ils ont une augmentation du risque HIV, etc. Donc, ils paient malgré tout un lourd tribut également. Suivant. L'accès limité aux services aux soins, ça c'est quelque chose qui est connu, qui commence à être pris en compte, au moins intellectuellement. Dans les faits, c'est une autre affaire probablement. N'oublions pas, on l'a rappelé souvent ici, ça concerne l'accès aux structures de santé, l'accès au diagnostic, l'accès aux médicaments et puis bien sûr l'accès au traitement. Donc là, il y a encore un petit peu de travail à faire dans ce bas monde. Suivant. On va vous parler de la guerre. Vous avez ici de très belles photos des enfants soldats de Sierra Leone à l'époque. Les enfants soldats, c'est un drame, c'est partout, ça prend beaucoup d'ampleur, c'est encore une fois une grande marque de respect vis-à-vis des enfants. Le viol comme arme de guerre, bon, ça c'est aussi quelque chose qui devient presque plus fréquent que les bombes. Les vagues de réfugiés avec toutes ces conséquences, il y a des centaines, des millions, pas des centaines, mais des millions et des millions de réfugiés actuellement dans le monde qui partent s'installer n'importe où, dans la forêt, dans les choses, dans les conditions les plus insalubres qui soient, et c'est dramatique. Et puis enfin, la guerre, évidemment, ça détruit les structures de santé et ça participe au cercle vicieux. Suivant, que faire? Que faire? Moi, j'en sais rien. Toujours est-il, pour une fois, vous voyez, l'OMS dit des choses intéressantes. Elle dit améliorer la santé des femmes, c'est rendre le monde meilleur. Voilà, je vous remercie.